Ok, bon, c'est comme je l'avais dit en 2024, l'année dernière, on a décidé de faire un rebranding pour construire un narratif plus adapté à l'ampleur de ce que nous faisons. Normalement, et la mission de Sauver Main Planter la vie, c'est de protéger, gérer, restaurer et gérer les quatre zones ZCB, les zones clés de biodiversité de la Gonave, en mobilisant les communautés locales, en sensibilisant aux enjeux environnementaux et en promouvant des initiatives concrètes de mitigation à travers des activités artistiques, de plantation, de débat, de production alternative, d'éducation populaire et de recherche massale. Ça, c'est c'est ce qu'on donne, ce qu'on se donne comme mission. Mais pour comprendre, c'est que là, c'est le premier ZCB, il s'appelle PICMI. Là, c'est le deuxième, c'est la Gonave Côte-Nord et le ZCB PICMI est ici, en face de cette ZCB. Il est un peu là. Et puis, il y a un troisième ZCB qui est un quatrième qui est la ZCB des Arcades. OK, là, c'est les Arcades. Ça, c'est la Gonave Côte-Nord. Ça, c'est la Gonave Côte-Sud. Et ça, c'est Picni. Et Picni est un peu plus haut là. Ça, c'est une des zones les plus pures ou bien les moins touchées, je dirais, par l'anthropisation qu'on a parmi ces ZCB et elle est l'une des plus riches aussi. Et ces ZCB, pour comprendre, ça, c'est une carte des ressources naturelles du département de l'Ouest. Donc, il y a un zoom qui est fait. Vous pouvez voir que ça, ce petit triangle rouge symbolise les réserves de pétrole, les réserves de pétrole qu'il y a dans le département de l'Ouest. Il y en a un qui est à Sozabet, qui est sur la contrôle des gangs aujourd'hui. Et puis, il y en a une qui est à Gonave sur cette tout près du ZCB Côte-Sud que vous avez vu, mais un peu plus près de la ZCB Pique-Nique qui est là, dans ces environs. Et puis, il y a l'autre qui est dans le golfe de la Gonave, entre les côtes des Arcanais et l'île de la Gonave. Et il y a aussi des ressources de craie et de sel, etc. Donc, nous, par rapport à ce qu'on comprend de l'interconnexion qu'il y a entre ces ressources et la nécessité de les avoir euh, sur un même plan de conservation, c'est qu'on voudrait respecter cette proposition qui a été faite en 2013 par Flix et Fopubim. C'est de créer un parc marin ici, dans le sud, un autre dans le nord, mais celui qui est en face des côtes des Orcadins, on voudrait qu'elle soit créée, qu'elle soit délimitée sur toute cette surface. De cette façon, vous savez que normalement, les ZCB, il y a cette zone qui est forcément la zone de noyau, mais il y a aussi les zones tampons et les autres zones qui font que normalement, c'est la délimitation de ces ZCB devrait englober à la fois les réserves pétrole qu'on a et euh, les mangroves qui sont en vert et les récifs coralliens qui sont en rouge et qui sont liés, qui sont interconnectés. Donc ça, c'est notre plaidoyer, c'est ce qu'il défend, c'est que au lieu de 4 aires protégées, parce que l'État haïtien est déjà en train de créer 7 ZCB avec les côtes des Arcadins. Ils ont déjà aussi le draft de cette ZCB et de cette ZCB. Ils n'ont pas créé d'air protégé sur celui-là, alors que vous voyez il y a beaucoup de îlots, je crois qu'on les appelle, qui sont entre ces espaces qui fait que, euh,
Phobobim et Flix avaient proposé de les connecter entre eux pour pouvoir faire en sorte que les intérêts supérieurs ressortent. Parce que si la Côte des Arcades crée sa propre aire protégée et qui est centrée sur les grandes chaînes d'hôtels, ils vont continuer à venir ici et ici se puiser, en tout cas se procurer nos sables blancs qui sont un des produits je ne sais pas si vous le savez, c'est un perroquet, qui produit ces sables blancs en ingurgitant des coraux morts, etc. Donc, ils viennent tout simplement se procurer un sable blanc chez nous pour faire bébel chez eux. Donc, si ils ont leur aire protégée, qui ont des intérêts différents dans la création des aires protégées, il y a des objectifs de protection, il y a des raisons de conservation. Tout ça, on veut que tout ça soit pris ensemble en compte dans son interconnexion, comme le parc des Trois-Baies. Donc ça, c'est notre proposition par rapport à la création de ces aires. Mais ce qu'on veut, notre vision, c'est de faire de la Gonave un modèle de résilience environnementale et communautaire où la protection et la gestion de la biodiversité inspirent une exploitation durable des ressources naturelles pour que le droit de gérer notre territoire, nos ressources naturelles soit une demande socialement reconnue et légitimée par notre génération et celle à venir. Donc là, je vais vous parler plus ou moins, je ne vais pas m'attarder sur les autres euh, formulations, mais bon, ça, c'est comment on a commencé en 2017. On avait des conférences débats, on est allé rencontrer tout le monde, on est allé dans les espaces de football, de tout ce qui se faisait de social pour discuter, pour demander l'autorisation de discuter pendant 15 minutes ou 30 minutes, même à l'église, même dans les conforts, etc. Et au final, on a conclu sur des plantations symboliques. Et ça, c'est la première plantation qu'on a fait, c'était un an après. Et c'est en 2018 qu'on a commencé à travailler dans l'intervalle 22 mai et 5 juin. On a vraiment passé à un autre niveau où on a vraiment commencé à travailler sur 8 sections. Et dès ce moment, on a commencé à développer des messages sur différents types de supports différents. Mais bon, ce qu'on fait comme première introduction dans les communautés, c'est avec le film Gouverneur de la Rosée, je crois que vous l'avez reconnu, c'est pour discuter de comment les communautés peuvent prendre des décisions et poser des actions communes à leurs intérêts. Et puis, donc, c'est là qu'on a commencé à faire des expériences sur des pépinières de mangrove, qu'on a commencé à organiser des focus group pour recueillir la perception des gens et sur les problèmes et sur les causes et sur les des moyens de mitigation. Et puis, en 2019 et 2020, ce qu'on avait pu récolter comme information sur le terrain, on est allé discuter, les proposer dans le développement, dans l'élaboration du plan de développement communal de Lansagalais où je crois que Christin dit avoir été présent et on est membre fondateur du conseil de développement communal de Lansagalais. Et puis, entre 2022 et 2023, là, comme on avait déjà le feu vert des municipalités, on a commencé à élaborer avec les autorités concernées des arrêtés communaux qui coiffent des comités locaux au sein de chaque section communale. Donc, à partir de là aussi, on a commencé avec des transplantation de mangrove, mais on a aussi commencé à expérimenter des plantations directes de mangrove pour avoir des points de comparaison. C'est-à-dire que là, on a compris est-ce que c'est mieux de faire des plantations directes ou bien est-ce que transplantation marche? Et aussi, on a commencé à mobiliser différents acteurs qui ont des intérêts directs sur les zones de côte, par exemple, ceux qui ont des jardins de cocotiers,
sur la côte ou bien qui ont des habitations importantes et tout, on a commencé à voir avec eux comment est-ce qu'on peut préserver des espaces qui peuvent se régénérer naturellement, comment est-ce qu'on peut réduire les risques qui les empêchent de se régénérer naturellement, parce qu'on voulait vraiment réduire nos frais de travail au plus. Et ça, c'est une de nos plantations folles, 3 ans après, ou bien 3 ou 4 ans après, je crois. Et puis, en 2023, on a commencé, par exemple, on a organisé avec la mairie et d'autres institutions des ateliers de réflexion sur le plan de développement communal, surtout sur l'aspect environnemental et des responsabilités de chaque acteur. Et puis, on a continué à faire de plus grandes plantations de mangroves. Et ça, c'est un de nos sites les plus imposants qui s'étend sur 3 sections communales, qui a commencé à être planté en 2023 et ça c'est une photo en 2022 et ça c'est une photo de 2025 je crois. Ça c'est ce qui a commencé vraiment à attirer l'attention de vraiment beaucoup d'autres personnes parce que à partir de 2024-2025 on pouvait vraiment voir la différence et on a choisi vraiment des zones clés, des zones de reproduction reconnues comme zones de reproduction dans les ZCB ou bien des zones où l'interconnexion entre la mangrove et le les récifs et les autres espèces de l'écosystème. On a vraiment essayé de rétablir cette connexion. Et en 2024, on a vraiment pu étendre sur, comme je l'avais dit, c'est l'année où on a réussi le plus de plantations parce que normalement, on fait des plantations, mais on en perd. Mais ça, c'est vraiment tout ce qu'on a fait comme dépenses sur cette année, c'est ça et quelques autres matériels didactiques qui étaient utilisés pour sensibiliser. Donc ça, sur plus de, ces photos représentent au moins 5 sections communales différentes où des enfants, des adultes, différentes personnes et c'est vraiment où on a pu avoir des photos parce que comme je l'avais dit, moi, j'ai pas pu être sur beaucoup de plantations et il y avait pas beaucoup de photos de qualité. Donc, en 2025, on a commencé à travailler sur ce problème qu'on a on a fait un rebranding, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire des photos qui représentaient vraiment ce qu'on faisait. On a participé à la coécriture de différents textes et collectifs euh, il y en a qui sont déjà publiés, il y en a d'autres qui sont encore en édition. Mais ça, c'est des outils on a développés pour sensibiliser les écoles et vraiment les tout jeunes. Et on a aussi, cette année, avec beaucoup d'insistance, on a finalement pu accompagner le ministère de l'Environnement pour une délimitation, je dirais, au pif des ZCB et ce qu'on a comme vision. Et on a vraiment pu imposer notre travail à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'institutions, mais ce qu'il reste comme hic, et je vais essayer d'aller à la fin du diapo parce que je ne vais pas passer dans tous les détails. Mais il y a dans les leçons qu'on a apprises, c'est qu'il faut impliquer les enfants, donc vraiment différentes catégories d'âge. Mais nous préconisons que le reboisement du pays soit un effort communautaire et que ce soit quelque chose qui ne coûte pas. C'est pour ça qu'on souhaite que les communautés restent le plus proches possible des formes de dissémination naturelle pour qu'ils n'aient pas à dépenser des millions de dollars pour la plantation qui aurait pu être faite de manière communautaire. Mais comme je vous l'avais dit, on en parle un peu moins ces temps-ci parce que ça pose des problèmes d'intérêt. Parce que vous êtes en Haïti, normalement, quand quelque chose doit passer, il faut qu'il y ait chacun ait euh, son petit intérêt mesquin qui soit sorti. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens, des initiatives qui préfèrent produire des mangroves et
dépenser toute une fortune pour les produire et les transplanter parce que la transplantation est beaucoup plus difficile on, quand ils ont déjà été dans un espace, il faut plus de moyens pour s'assurer que ça prend. Sinon, après 2 jours, tu vas retrouver les plantules un peu plus loin, transportées par la mer. Donc ça, on le dit un peu moins, c'est parce que ça fait fuir tout le monde. Ils pensent on dit que tout doit être gratuit. C'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il faut qu'on reste le plus proche possible de la dissémination naturelle et que ce soit un effort communautaire pour que les fonds disposés pour restaurer ces zones servent à, par exemple, réduire la vulnérabilité des ménages qui détruisent. Et finalement, c'est faire en sorte que des intérêts communs se construisent durablement et de manière circulaire autour des ressources. Donc ça, je pourrais vous faire visiter d'autres espaces, mais globalement, c'est comme ça qu'on conçoit et cet effort commun qui doit être fait pour restaurer euh, l'environnement du pays. Et ça, comme je le dis, on est en train de déguiser nos outils et nos méthodes pour faire en sorte qu'ils soient réplicables et adaptable aux différentes conditions de vie. Je me suis passé des détails et des perspectives d'avenir qu'on a, étant donné que l'heure est déjà avance à grands pas. Merci beaucoup, Erika, et merci pour cette présentation combien enrichissante. Vous avez pu nous emmener à la genèse même de ce projet. Je vois qu'il y a pas mal de mains. On va prendre, on va prioriser les invités Josué. On va prendre Marie Célestin. Essayons d'être et laconique dans les questions. Marie-Célestin? Ok, Jim. Oh, je suis toujours une invitée malgré mon nom de famille a été. Ah, je suis désolé, je n'ai Mais, pas vu le mais je nom vais être complet, je suis rapide, je vais être navré. rapide. Désolée, Josué. D'accord, J'ai beaucoup aimé le débat, mais j'ai encore apprécié la présentation parce que, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Euh, Ce que je voulais savoir, vous avez parlé de la plantation de cocotiers. Je sais qu'il y avait une maladie de cocotier en Haïti. Je ne sais pas si la plantation a survécu. Et encore une autre question, c'est est-ce que la mairie, vous avez dit que la mairie vous accompagne quand vous avez des projets pour la transplantation des mangroves. Est-ce que financièrement aussi, il y a une aide qui est disponible pour le projet? OK, non, il y a... d'accord. Et ah, Erika, désolé, vous désolé, on va allez essayer de prendre... prendre les questions. On va essayer de prendre les questions et vous pouvez noter et répondre après. Et Josué, et on vous prend. Ok, merci Jim. Je remercie Erika pour cette bonne présentation. Ma question, Erika, c'est, vous avez parlé de puits de pétrole sur l'île. Alors, je voudrais savoir s'il y avait eu une étude qui a déterminé l'existence ou l'étendue de ces sites-là ou s'il y a une confirmation visuelle de ces sites de pétrole sur l'île. D'accord, maintenant on prend Rifine. Merci Ago Jim. Merci Ago Erika pour cette belle présentation. Ma question c'est, vous avez parlé que vous ne dépensez pas beaucoup d'argent pour la production de plantules. J'aimerais savoir comment vous faites pour trouver vos plantules oui, c'est ma question. Voilà, et Erika, je pense que vous pouvez essayer de répondre, mais on va essayer d'être très, très laconique, comme je l'ai dit tantôt, et de ne pas trop s'abuser de la patience de nos invités. Voilà. OK, merci pour la question. Euh, on a été touché, je vais dire, par je crois que cette maladie, c'était à cause de, d'un insecte
il est très proche de celui qui attaque aussi les, le sorgho. Mais je ne peux pas dire que c'est pas vraiment ces attaques qui ont réduit la population de cocotiers de la Gonave. Nos plantations n'ont pas été touchées parce que normalement, ils touchent les cocotiers matures. Et puis, c'était vraiment un renfort de, de plantations qui existent déjà à la Gonave. Parce que c'est très différent de ce qui a la réalité à la Gonave est très différent du reste du pays. Parce que on a une section communale qui est caractérisée par les cocotiers même. Il s'appelle la sauce. C'est des cocotiers qu'un ancien macoute avait planté, alors que globalement, les macoutes détruisaient tout ce qu'il y avait comme arbre pour chasser les camoquins. Mais parallèlement à la Gonave, en ce moment, ils plantaient les cocotiers et c'est devenu un symbole même d'une de nos sections communales. Il n'y en a pas vraiment qui sont touchés par cette maladie, il y en a qui ont été touchés, mais pas toutes. Et on a vraiment de très grandes plantations de cocotiers qui n'ont même pas été touchées du tout. Et au contraire, ça a été un des leviers qu'on a utilisé pour sensibiliser des acteurs, c'est que dans les espaces où on a coupé les mangroves qui sont par devant les cocotiers, il y a beaucoup de zones où la mer arrachait ces cocotiers directement et les détruisait. Donc ça, c'est très différent à la Gonave et on espère que les plantations qu'on a fait ne vont pas être touchées à l'avenir parce qu'ils sont assez jeunes. Mais par rapport à la question de financement, non. Et pour le plaidoyer n'a jamais reçu de financement de qui que ce soit. Ce qu'on fait, c'est que chacun prend sa responsabilité. Par exemple, si quand on planifie en termes de logistique, chaque institution participant à sa responsabilité. Par exemple, il peut y avoir des institutions qui nous fournissent un t-shirt ou bien il y en a qui sont responsables du transport des gens. C'est-à-dire, il peut s'agir d'une institution scolaire ou d'une église qui est dans la zone ou d'un grandon qui a une voiture, etc. Mais tout le monde a une certaine responsabilité et nous, comme coopérative, nous, on est des entrepreneurs. Sauver Vivre Planter la vie est quelque chose qu'on fait, c'est dans nos bénéfices c'est dans les bénéfices qu'on prend une partie et qu'on alloue chaque année à nous-mêmes, au plaidoyer. Et pratiquement toutes les institutions qui ont été déjà partie prenante de l'initiative, c'est ce qu'ils font aussi. C'est-à-dire il va y avoir telle école qui dit, ah, moi, je vais faire telle ou telle chose pour cette année, ou bien c'est comme ça. Comme ça, on n'a pas à rendre de compte à qui que ce soit. On n'a jamais accepté de financement pour ce. Donc ça nous a euh, sauvé d'un poids aussi, parce qu'on n'avait pas, comme coopérative qui est dans la production, on n'avait pas forcément des fonds alloués pour avoir des employés comme des comptables et tout. Donc, on a préféré répartir les responsabilités entre institutions parties prenantes. Après ça, pour les pétroles, Josué, ces recherches ont été faites, je crois que c'est depuis 1967 qu'il y avait que ces travaux de recherche ont été publiés sur Haïti. C'est pas on recherchait, on cartographiait toutes les ressources souterraines qu'on a et dans les zones par exemple, dans la zone où il y a du pétrole qui est sur terre, ils sont scellés. Les zones où on a fait les prélèvements sont scellés et je crois qu'ils sont même marqués qui sont de la propriété des États-Unis d'Amérique, quelque chose comme ça, parce que ça a été fait pendant l'occupation américaine. Ensuite, et ces recherches sont disponibles, je pourrais partager
ces textes avec les titres avec vous après si vous avez besoin de les consulter. Mais par exemple, la cote que j'ai utilisée, ça, c'est une cote qui a été publiée dans une recherche, dans un article scientifique qui parlait de la position, du positionnement des gangs par rapport aux ressources naturelles et des ressources souterraines. Et pour les plantules, Griffin, avant, on faisait des pépinières, on expérimentait les pépinières, mais finalement, on a compris que ça coûte plus qu'il ne faut. Et on a décidé de faire des plantations directes. On utilise les propagules des mangroves qu'elles donnent, pratiquement vers le début de l'été. En ce moment, ils sont déjà en train c'est le matériel végétal de reproduction même de la mangrove qu'on utilise. C'est comme une gousse qui pousse sur la mangrove à un moment donné qu'on utilise pour faire des plantations directes. Comme ça, on s'évite les frais de maintenance ou bien de mise en place et de maintenance de la pépinière, des frais de déplacement et tout le stress pour transplanter et, et tous les risques aussi qu'il y a parce que, par exemple, comme je l'avais dit, tu peux très bien transplanter une plantule et le trouver en chemin pendant que tu rentres chez toi parce que les vagues de la mer saccagent vraiment beaucoup les côtes. Et même si on choisit aussi les époques où on peut faire les plantations directes, mais on préfère limiter parce que la, la propagule, elle est quelque chose de très, c'est comme un bout de bois que tu enfonces directement dans le sable. Et même si, par exemple, même si, par exemple, elle a été arrachée du sable par les vagues de la mer, quand il va trouver terre quelque part d'autre et immédiatement qu'il touche la terre, elle va se développer et pousser des racines. Et comme ça, c'est moins de stress, c'est moins d'argent et moins de risque de perte. Et on a expérimenté entre 2018 et 2021, on a vraiment mis en place beaucoup de pépinières où on avait enregistré beaucoup de pertes. Et à partir de 2021, on a décidé qu'on allait vraiment se focaliser sur les plantations directes dans des zones conservées. Mais je peux vous montrer ce que c'est. Attendez, là, ça, voilà. OK. Ça, c'est la propagule. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les mangroves, ça pousse comme ça et cette extrémité-là, quand elle est quand elle se brunit, ça veut dire que, elle est déjà prête pour, euh, pour être plantée. Donc, c'est ce matériel végétatif qu'on utilise directement maintenant.